NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles pratiques sociales. Les enjeux et les défis de l'intervention psychosociale pendant et après la pandémie de la COVID-19. Témoignages. Cinquième épisode de NPS Balado et deuxième épisode de cette série consacrée à la pandémie de COVID-19 et à ses impacts sur l'intervention psychosociale et sur les services sociaux, qui sont l'objet du dernier numéro de la revue Nouvelles pratiques sociales paru à la fin de l'année dernière et qui peut donc toujours être consulté en accès libre sur le portail Érudit. Aujourd'hui, on poursuit la réflexion sur les enjeux qui sont abordés dans ce dernier numéro de NPS, cette fois en allant sur le terrain à la rencontre de deux intervenantes dont les pratiques d'intervention ont été profondément bouleversées par la pandémie. Stéphanie Renaud, travailleuse sociale aux services psychosociaux généraux du CIUS de l'Est de Montréal et qui a également été appelée à travailler en CHSLD pendant la pandémie en soutien aux préposés aux bénéficiaires. Et Josiane Kozel, aujourd'hui coordonnatrice à l'Auberge Madeleine à Montréal, qui offre de l'hébergement court terme pour des femmes sans domicile fixe et qui travaillait également dans un organisme d'hébergement d'urgence pour femmes en situation d'itinérance au début de la pandémie, il y a 5 ans, en 2020. Je m'appelle Louis Chaput-Richard, bienvenue à NPS Balado. NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles pratiques sociales. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes et enjeux qui sont abordés dans le dernier numéro de la revue, NPS Balado vous présente donc aujourd'hui les témoignages croisés de deux intervenantes sur la façon dont la pandémie est venue bouleverser non seulement leur milieu de pratique et leurs pratiques d'intervention, mais aussi la vie des personnes qu'elles accompagnaient pendant cette période de crise. Nous laissons le soin à ces deux intervenantes de se présenter d'abord, puis de raconter à leur façon la pandémie, leur pandémie et ses effets sur leur travail. Je m'appelle Stéphanie Renaud, je suis travailleuse sociale aux services psychosociaux généraux du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je travaille au CIUS depuis mai 2017. J'ai commencé à l'accueil psychosocial. Par la suite, j'ai intégré l'aspect du suivi dans la même équipe. Donc, quand la pandémie est arrivée, j'étais au suivi. J'y suis encore dans la même équipe. Dans le fond, l'équipe de suivi des services psychosociaux généraux, peut-être pour la décrire un peu, c'est une équipe qui offre des rencontres de suivi individuel pour des personnes majeures qui vivent des situations. Donc, deuil, séparation, violence, épuisement professionnel ou autre. Lors de la deuxième vague environ, par le fait que les préposés aux bénéficiaires en CHSLD étaient tombés malades, donc ne pouvaient pas répondre aux besoins en CHSLD, ils ont pris une partie de l'équipe, dont moi, pour qu'on aille justement faire le travail en CHSLD pour répondre aux besoins. Donc, pendant 3 mois environ, on a été là, ce qui a fait que les personnes qu'on rencontrait, ce sont d'autres collègues qui ont pris la totalité des suivis, qui faisaient la réponse aux demandes, aux questions de consultation et autres pendant ce moment-là. Je m'appelle Josiane Kozel, je suis coordonnatrice à l'Auberge Madeleine. Donc, dans le fond, je m'occupe de m'assurer que les services qu'on offre à l'auberge correspondent aux besoins des femmes qui viennent. L'Auberge Madeleine, c'est un hébergement court terme pour les femmes sans domicile fixe. On a 26 chambres individuelles. En fait, on en a 27 maintenant. On a une nouvelle chambre. Donc, 27 chambres et on a un taux d'occupation de 101%.
On a environ par année 7000 refus, donc on voit vraiment qu'il y a un manque de place pour les femmes en situation d'itinérance à Montréal. Aussi, les séjours que nous, on offre à l'auberge, c'est des séjours de 6 semaines, donc c'est vraiment du court terme, mais elles peuvent revenir plusieurs fois durant l'année. Donc, durant la pandémie, j'ai travaillé dans un organisme d'itinérance pour femmes 18-30 ans qui faisait de l'hébergement d'urgence de 2020 à 2021. Et aussi, pendant que la pandémie était toujours d'actualité, j'ai travaillé sur un projet d'équipe mobile qui provenait directement des fonds obtenus pour les mesures d'urgence, qui était porté par la table de concertation en jeunesse en itinérance, donc qui est un projet en fiducie avec dans la rue. Et donc, j'avais une équipe d'intervenants mobiles qui se déplaçaient à travers les différentes ressources qui avaient été mises en place dues à la COVID. Et puisqu'aucune de ces ressources-là était ciblée jeunesse, parce qu'on n'avait pas eu de fonds du gouvernement pour pouvoir ouvrir de l'hébergement, on avait juste des intervenants dédiés jeunesse qui allaient dans ces hébergements-là, justement pour aller à la rencontre des jeunes 18-30 ans qui pouvaient s'y trouver, pour pouvoir essayer de les réaffilier à d'autres ressources qui étaient beaucoup plus spécialisées en termes de jeunesse et itinérance, parce que c'est pas les mêmes enjeux là, qu'en 18-30 ans ou une personne qui est en itinérance chronique depuis 30 ans. On n'intervient pas de la même façon, les services sont pas les mêmes. Donc, j'ai fait ça durant 9 mois. Puis après, je me suis retrouvée à l'auberge où je suis présentement. La première période de l'ajustement de la pandémie, on était tous et toutes en train de l'apprendre, de s'adapter. Donc, pour notre clientèle, vu que c'est du suivi individuel, vu que la prise de rendez-vous se faisait un rendez-vous à la fois, on a eu justement dans l'équipe beaucoup d'adaptations puis de suggestions, autant nous qu'on suggérait à la clientèle que les personnes nous suggéraient pour s'adapter à leur horaire, à leurs conditions. Donc, on a vraiment, je pense comme tous et toutes, appris au fur et à mesure comment naviguer là-dedans. Et le souci était toujours de voir à assurer des consultations de qualité, adaptées. Et parce qu'on est dans une équipe aux services généraux de situation. Donc, justement, les gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils vivent un gros événement de vie et qu'ils doivent s'adapter. Donc, comme intervenant, intervenante, on est déjà dans ce souci-là de voir comment est-ce qu'on peut amener la personne à mieux s'adapter, à mieux naviguer dans de l'imprévu, en quelque chose qui lui arrive. Donc, la pandémie venait augmenter les symptômes que les gens rencontraient parce qu'ils venaient nous voir pour la situation en plus de la fatigue d'adaptation de la pandémie. Mais j'ai l'impression que, de par le motif qu'on prenait en consultation, ça nous a amené à peut-être être plus dans la souplesse puis la malléabilité de dire on va s'adapter. On est là pour aider les gens à s'adapter. Donc, let's go, on se retrousse les manches puis on va le faire pour ça aussi. C'est sûr que la fatigue d'adaptation, on l'a tous et toutes vécu aussi. Donc, c'était de voir comment en équipe, comment on se soutenait, donc entre collègues, comment on se parlait en dehors et tout. Parce qu'avant, en présentiel, c'était plus facile de dire, on dîne tous et toutes ensemble, on va tous et toutes se donner des conseils au niveau clinique. Là, le fait qu'il y a eu une distance plus physique, là, ça a été de développer des recours de on va s'appeler, on va se texter, on va trouver une manière de continuer d'être solidaire dans l'équipe. La pandémie a vraiment
est vraiment venu bouleverser beaucoup de choses. Puis, au départ, quand on sait que ça s'en vient, mais on sait pas vraiment que ça s'en vient parce que il y a beaucoup de mésinformations dans la sphère publique. Les gens disent une chose, les gens disent d'autres choses. On entendait beaucoup que c'était comme une grippe, donc, tu sais, que c'était banalisé. Certains endroits, des endroits qui étaient beaucoup plus privés, tu sais, je pense à Costco, qui ont mis des mesures en place avant même que le gouvernement déclare quoi que ce soit. On rentrait chez Costco, il fallait se laver les mains, il fallait se distancer, puis les gens étaient comme « Pourquoi vous faites tout ça pour quelque chose qui est une grippe? Plus de gens meurent de la grippe que d'autres choses. » Je pense qu'on voyait pas l'impact que ça allait avoir sur les années qui allaient nous suivre. Et donc, tu travailles, puis tu rentres travailler un peu en te disant, ben c'est le day-to-day, c'est le day-to-day. Puis, quand on travaille dans de l'hébergement auprès de personnes en situation d'itinérance, on est vraiment dans des besoins de base. Donc, on offre sécurité, dormir, manger. On est vraiment dans des besoins primaires. Donc, tu sais, la COVID, on y pense, mais on est plus dans offrir un espace sécuritaire pour des gens qui sont en survie. Donc, l'impact, c'est plus après qui est venu, je te dirais. On était, quand vraiment le gouvernement a décidé d'imposer, de déclarer qu'on avait une pandémie, là, c'était OK, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on fait? Parce que, oui, le gouvernement déclare qu'il y a une pandémie, mais je pense que lui-même ne sait pas ce que ça signifie, tout ce que ça signifie déclarer ça. Puis, encore une fois, on n'est pas un centre de jour, on n'est pas un restaurant. T'sais, on peut pas juste fermer puis dire « Hey, on va y penser 2 minutes à notre affaire, on va regarder comment ça évolue, puis après, on va réouvrir quand on va savoir où est-ce qu'on s'en va. » Parce qu'on aurait attendu longtemps avant de réouvrir. La période en CHSLD a été complexe parce que, justement, c'est un milieu d'intervention pour qui, en tout cas pour moi, j'ai jamais intervenu en CHSLD. C'est pas la clientèle auprès de laquelle j'interviens. On était des auxiliaires, donc on n'était pas des préposés aux bénéficiaires comme tels parce qu'on n'a pas eu la formation professionnelle qui le demande. Donc, on était là en soutien. Donc, on faisait des tâches ici et là pour soutenir l'équipe qui était en place, qui demeurait, pour celles et ceux qui étaient restés en santé pendant la vague qu'on a été là. Donc, c'est sûr qu'on n'était pas appelés comme travailleurs et travailleuses sociales. Ça amenait une complexité. On exerçait des tâches de soutien aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmières auxiliaires qui étaient là. Donc, c'était vraiment des tâches ici et là pour soutenir, pour alléger. Donc, par exemple, dans les maisons, on parlait souvent que les personnes qui étaient en CHSLD avaient des enjeux au niveau de bien manger, bien boire, donc au niveau des déplacements, qu'ils étaient isolés dans leur chambre. Donc, une bonne partie de mes journées était justement d'aller aider à nourrir, d'aider à apporter de l'eau, d'aider à aller prendre une marche ou d'aller écouter quelqu'un qui n'a pas reçu de la famille parce que les mesures ne le permettent pas. Il y a certaines situations que c'était vraiment d'être dans de l'écoute active. Il y a eu des moments aussi que des gens étaient en fin de vie. Donc, d'être là pour faciliter la vidéoconférence avec la famille, que c'est les derniers moments avec leurs proches, de soutenir l'équipe, non pas comme travailleuse sociale, mais comme collègue, de dire il y a un décès qui vient d'avoir lieu parce que la pandémie a amené son lot de décès. Donc, d'être là en soutien comme coéquipière dans cette équipe-là en CHSLD, pour moi, c'était quelque chose qui faisait du sens. Et ils nous ont demandé, sur une base de volontariat en premier,
j'ai demandé à l'être et en zone chaude. Donc, parce que j'avais pas d'enfants, parce que j'avais pas de personnes avec une santé précaire à ce moment-là, je me disais d'y aller et de soutenir les personnes, justement, que la santé est critique. On va aller faire ce pourquoi j'ai choisi la relation d'aide, c'est d'aller soutenir. Et c'était justement des moments où, en zone chaude, on était, prêtez-moi l'expression, full padé. On avait le masque, la visière, la jaquette, les gants, la totale, le purel avant de rentrer dans la chambre, en sortant de la chambre. Donc, on était vraiment bien protégés à ce niveau-là. Puis c'est sûr qu'après quelques semaines, on a vu l'armée aussi arriver. Donc là, ça a été l'adaptation de qui fait quoi. Donc, il y a eu beaucoup de périodes d'adaptation en CHSLD parce que, justement, les mesures changeaient. Mais c'était à chaque fois de voir... Je gardais toujours en tête, justement, l'aspect travail social de comment je soutiens, comment est-ce que j'essaye d'amener du beau, du bon, de la lumière là-dedans. De voir, bien, j'arrive sur place, puis l'équipe est ébranlée parce qu'il y a eu un décès au courant de la nuit ou parce que... justement, quelqu'un est tombé en détresse respiratoire, comment est-ce que, comme équipe, on peut se soutenir? Donc, c'est sûr que, puis dans mon équipe de travail même, de façon générale, il y a tout ce souci-là de prendre soin les uns des autres parce qu'on constate de la souffrance, parce qu'on constate de la détresse durant la pandémie, mais même de façon générale, qu'on est en intervention, il y a toujours ce souci-là de dire comment est-ce qu'on peut s'entraider pour garder notre énergie, notre équilibre là-dedans, pour justement pouvoir continuer d'être aidant pour plusieurs, de pas crouler sous cette souffrance-là. Donc, et ça a été vraiment magique de voir l'entraide, le soutien, puis les repas à distance de 2 mètres dans la cafétéria, mais de parler avec les gens de différentes professions aussi, parce qu'on était de plusieurs équipes à aller soutenir en CHSLD. Donc, dans certains cas, ça a même permis de mieux connaître. Moi, j'ai été quand même relativement récente en CIUS, donc ça m'a même permis de mieux connaître les différents services. Mais ça n'a pas été facile. C'est ça, c'est sûr qu'après coup, je vois le beau, le bon de qu'est-ce que ça a permis de générer, mais on a appris à connaître la maladie. Donc, c'était vraiment, OK, il nous faut des gens en zone chaude qui y va. OK, on a quelqu'un qui est tombé en détresse respiratoire. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'était de naviguer là-dedans, mais au jour le jour. Donc, au début, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de directive. Tu sais, il n'y a pas de... Il faut porter le masque, il faut laver les mains. Fait que, OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait du day-to-day, puis on attend que la santé publique nous appelle puis nous dise quoi faire. Sauf que la santé publique, elle sait pas trop, elle non plus, quoi faire. Puis, ils sont comme occupés à gérer les services sociaux, les hôpitaux, les endroits où il y a des gens malades. Donc, le communautaire est comme un peu laissé de côté, puis on apprend en même temps que la population générale les consignes, puis là, t'es comme, OK, donc le gouvernement a dit ça hier à la télé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Puis, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est un organisme autonome, fait qu'on peut prendre les décisions qu'on veut, puis tant qu'ils nous imposent pas le port du masque, la distanciation, nous, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Puis, quand je travaillais dans un organisme où on se dit, on accueille une population qui est extrêmement marginalisée, qui consomme, qui a des enjeux de santé mentale, qui n'a pas nécessairement de diagnostic, qui n'a pas nécessairement de médication, qui est vraiment en instabilité. Donc,
juste porter le masque, dire à quelqu'un « Hey, il faudrait que tu portes ton masque », des fois, ça amène des crises qui sont démesurées pour peut-être la situation, mais c'est qu'il n'y a pas toute la notion de compréhension derrière. Et là, on se dit, est-ce qu'on veut s'embarquer là-dedans? C'est pas obligatoire. Est-ce que porter le masque a vraiment un impact? Est-ce que la distanciation a vraiment un impact? Sur quel pied on danse? On le sait pas. Puis, c'est difficile, fait qu'on était tout le temps dans l'incertitude. Puis cette incertitude-là, quand même, c'est quand même assez lourd parce que tu te dis ça peut vraiment avoir des répercussions néfastes. C'était une souffrance différente durant la pandémie, dans le sens que autant les mesures sanitaires amenaient une distance physique, donc venaient complexifier les solidarités sociales, les familles aussi. Il y a tellement eu de moments en consultation que c'était des chicanes de famille de par les différentes perceptions et actions faites par rapport à la pandémie, que on a eu une souffrance et, j'ai l'impression, un trouble de l'adaptation québécois. Tout le monde vivait au même moment. Et durant la pandémie, je me faisais la réflexion qu'à chaque vague, c'est comme si on était à une étape différente du deuil comme société. La première étape du deuil, c'est le déni. Au début, c'est non, 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 c'est à l'étranger, ça sera pas chez nous. Puis tout le monde figeait, c'est pas vrai. Après, le choc et l'état de crise de tout le monde se garoche sur le papier de toilette. Et c'est complètement démesuré. Il y a eu la période de colère, l'injustice, et même en intervention, il y avait une majeure de cette émotion-là dans mes consultations. Et il y a eu une période où la majorité des gens étaient plus dans des symptômes dépressifs, on était plus dans la tristesse, dans la fatigue de cette adaptation-là, de ce deuil-là. Pour, au final, dans les dernières années, j'ai l'impression qu'on est plus dans un stade d'acceptation, de dire la société ne sera plus ce qu'elle était. Elle a changé nos rapports sociaux, elle a changé notre rapport peut-être à la santé ou à l'autre. Mais il y a aussi des beaux apprentissages qu'on a faits. La vie va être différente, mais elle peut encore être belle. Mais c'était en CHSLD, justement, de ne pas être dans l'intervention individuelle 35 heures semaine, mais d'être en soutien aux préposés. J'ai l'impression que ça me permettait de plus lire les médias, de plus ressentir les affects autour de moi, puis de voir ça. Puis ça m'a permis de faire plus sens après de mes interventions. De dire, il va y avoir une majeure comme société en termes de cheminement dans la pandémie. Donc, on est à cette étape-ci du deuil on n'aura plus la société qu'on avait. Et là, ça se combine à la complexité de la personne qui vient me consulter. Donc, j'avais toujours cet aspect-là de macro-social, de cette majeure au niveau émotif, au niveau du cheminement, puis après la personne qui me consultait. Donc, d'aller voir l'intersection entre les deux. Mais on avait besoin de prise de recul, j'ai l'impression. En intervention, on a été beaucoup sur la première ligne tout le long. Donc, je pense que le défi comme intervenante, en tout cas pour moi, c'était de voir comment aller où mon endroit pour être en prise de recul, parce que moi-même, dans mon quotidien, j'étais en adaptation de comment je vais aller faire mon épicerie, comment je vais me déplacer. Donc, il est où le temps de pause à ne pas être confronté à la problématique pour laquelle les gens vont venir me consulter? Donc, c'est pour ça que la partie en CHSLD était très déstabilisante, mais en même temps, vu que j'étais dans des tâches très concrètes du quotidien de soins, le côté plus réflexif avait le temps de se faire. Donc, pour moi, ça m'a aidé. La pandémie a été vécue quand même assez difficilement de la part des femmes qui fréquentaient nos services. En fait, je pense que pas juste les services où j'étais, la plupart des services en itinérance, parce que c'était
quand tu vis en situation d'itinérance, tu te fais une routine avec « je vais manger là à telle heure, je vais dormir là, après je vais pouvoir aller souper là, je vais pouvoir quêter là, je vais me faire tant d'argent. » Tu sais, il y a une routine que tu te fais pour être capable de répondre à tes besoins de base. Le problème avec la pandémie, c'est que beaucoup de ces services-là ont fermé, ce qui fait que les femmes n'étaient pas capables de répondre à leurs besoins de base. Juste aller aux toilettes, je veux dire, habituellement, tu sais, quand tu es à la rue puis que tu vas aller aux toilettes, tu vas dans un restaurant, tu vas dans un centre commercial, tu vas quelque part de public, et là, il n'y a plus d'installations publiques. Toutes les installations publiques sont fermées. Fait que tu es supposé d'aller aux toilettes où? Il n'y en a plus de toilettes. Il y a des toilettes chimiques qui ont été mises par la ville par la suite, mais encore là, c'était comme une par quartier. Là. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de toilettes chimiques. Habituellement aussi, juste pour se nourrir, les femmes vont dans les centres de jour, les centres de soir. Les centres de jour, les centres de soir ont fermé. Beaucoup ont fermé au début de la pandémie pour se dire « Hey, qu'est-ce qu'on fait? » Parce qu'on peut plus accueillir le nombre de femmes qu'on accueillait parce que y a la distanciation. Fait que comment est-ce qu'on reconfigure nos services pour pouvoir accueillir maintenant moins de personnes? Puis si on n'accueille pas toutes les personnes, comment est-ce qu'on fait pour offrir des services aux personnes qu'on n'accueille pas? Donc, pour beaucoup, il y a eu les repas qui ont été donnés à la porte. Donc, les organismes donnaient des repas à la porte. Mais là, c'est parce qu'il faut que tu manges dans l'espace public. C'était pas si pire parce qu'au début de la pandémie, on était en mars. Donc, mars, avril, mai, juin. Le début de la pandémie, on était au début de l'été. Donc, il a commencé à faire chaud. Et ça l'a joué en la faveur du fait que tu peux être quand même dans l'espace public, dans les parcs, dans ces endroits-là, sans que tu sois trop à risque. Par contre, la pandémie a duré plus d'1 an, et donc on a eu à passer l'hiver aussi. Et là, l'hiver, ça a été vraiment rough parce que là, même être dans l'espace public, t'es à risque de mourir de froid. Il y a eu un décès durant la pandémie, c'est pas une femme, mais il y a un homme qui est décédé dans une toilette chimique de froid. Il y a eu le couvre-feu aussi durant cet hiver-là, ce qui était quand même quelque chose. C'est quelque chose qui est ressorti. Les femmes parlaient énormément du couvre-feu, à quel point elles se sentaient pas en sécurité durant le couvre-feu, parce que c'est une particularité de l'itinérance chez les femmes, c'est que souvent, on va parler d'invisibilité. On voit l'itinérance chez les femmes, elle est invisible parce que les femmes, pour se protéger, elles vont se fondre dans la masse. Donc, dans les espaces publics, elles vont être dans un restaurant à boire un café. Elles sont pas aussi identifiables que l'image qu'on a d'une personne en situation d'itinérance qui quête au coin d'une rue. Et avec la pandémie, avec le confinement, avec le couvre-feu, avec toutes ces mesures-là, ben on n'avait plus cette masse de population. Fait que les seules personnes qui restaient dans l'espace public, c'était les personnes en situation d'itinérance. Et donc, là, les femmes sont plus capables de se cacher derrière la population générale. Donc, elles sont obligatoirement visibles, ce qui est vraiment pas ce qu'elles veulent parce qu'elles sont... parce que c'est pas tant sécuritaire être dans la rue pour une femme, encore moins quand elle est seule. Donc, beaucoup d'entre elles étaient extrêmement craintives, avaient extrêmement peur. Avec le couvre-feu, c'était interdit d'être à l'extérieur. Donc, encore là, elles avaient peur parce qu'en plus, c'était interdit d'être où elles étaient supposées d'être. Donc, il y avait énormément d'anxiété. Il y avait aussi énormément d'anxiété du fait que la population en situation d'itinérance le voyait bien que pour pas attraper la COVID, faut que tu sois confiné chez toi. Tu sais, pour être en sécurité, il faut être confiné chez soi, il faut porter le masque, il faut se laver les mains. Sauf que ils en ont pas de chez eux. Fait qu'ils vont dans des hébergements où ils sont une centaine, puis ils se disent « Mais je comprends pas pourquoi... » Tu sais, c'est sûr que je vais attraper la COVID à être avec tous ces gens-là qui font des allées et venues. Donc, il y avait cette peur-là aussi chez les personnes en situation d'itinérance d'aller dans les hébergements
parce qu'ils ne voulaient pas attraper la COVID, puis ils se disent, je ne sais pas si je vais l'attraper ou pas. Comment est-ce que je peux être sûre d'être en sécurité parce que je ne contrôle pas c'est qui les autres personnes qui rentrent? Puis, moi, si j'ai envie d'aller après voir mes parents, si j'ai envie de voir des gens que j'aime, je peux pas, puis je veux pas leur transmettre la COVID si je l'attrape. NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles pratiques sociales. La majorité des gens que j'avais en suivi, et c'est encore le cas, c'était pour de la violence conjugale. Donc, c'est sûr que quand on parle de vidéoconférence ou de téléphonique dans ce type de consultation-là, mais on a eu à être créative dans l'équipe au début pour améliorer nos outils, améliorer nos manières d'intervenir pour ne pas mettre personne en danger. Donc, des fois, c'était en début de rencontre, de consultation, de peut-être convenir de mots codes avec la femme ou l'homme qu'on appelle pour s'assurer que la personne qui a des comportements violents n'est pas en mesure d'entendre, n'est pas en mesure de rentrer ici et là. Des fois, c'était d'aller vers des pistes de suggestion, de dire, quand tu vas être en train de faire ton épicerie ou quand tu vas être en train de prendre ta marche dans le parc, appelle-moi. Donc, vu le fait qu'on était, nous, beaucoup en présentiel dans les bureaux, même si l'intervention se faisait en vidéoconférence ou téléphonique, mon téléphone sonnait, je décrochais. C'était la femme, ou l'homme, c'était dans un bon moment pour la consultation. Donc, ça a été un horaire beaucoup plus flexible, beaucoup plus dans la spontanéité des contacts avec la clientèle pour justement s'assurer de la sécurité de tout le monde et de répondre aux besoins de tout le monde. Donc, vu qu'on était beaucoup dans de l'apprentissage, de l'adaptation, il y a eu une flexibilité au niveau de l'horaire aussi. Donc, de dire aux gens, oui, on prévoit par exemple la semaine prochaine, mardi à 2h, mais s'il y a quelque chose entre-temps, oui, il y a les lignes d'écoute, il y a le 24/7 avec Info Sociale, SOS Violence Conjugale, le centre de crise, mais il y a aussi possibilité de me laisser un message, puis que moindrement que je vous rappelle. Donc, on a eu à s'ajuster, on a eu à être dans de la souplesse, mais je pense que la pandémie nous l'a appris à tout le monde à être dans l'adaptation. Les femmes en situation d'itinérance vivent toutes sortes de violences. Souvent, c'est ça aussi qui est tricky, là, parce qu'être capable. Nommer qu'on vit de la violence conjugale, c'est pas toujours évident. T'sais, nous, on va parler avec des femmes, puis là, on va les accueillir, puis on va être comme « Pourquoi qu'est-ce qui fait que tu viens? » Puis là, elle dit « Mon copain, il m'a embarré dehors de chez moi parce qu'il était fâché. Puis là, je pouvais plus rentrer. » Puis là, t'es comme « OK, ça arrive souvent. » Tu sais, quand... puis là, elle te raconte, puis là, t'es comme « OK, elle a de la violence conjugale. » Mais pour elle, elle est comme « Non. Tu sais, il m'a jamais frappé. J'ai pas de marque sur mon corps. » Fait que tant qu'il y a encore cette compréhension... ce stéréotype ancré du fait que si c'est pas physique, c'est pas de la violence conjugale. Tu sais, puis je lisais le numéro... dans le numéro, justement, qui disait que durant la COVID, c'est la violence psychologique et verbale qui a augmenté. Puis je me disais... Oui, les femmes, je sais pas s'ils ont pris conscience qu'elles vivaient de la violence conjugale à ce moment-là, parce que c'est verbal et psychologique et c'est vraiment insidieux, on s'en rend pas compte. Fait qu'aller chercher de l'aide quand on se rend pas compte qu'on vit une problématique, c'est ça aussi qui est difficile. Dans le fond, en violence conjugale, c'est sûr qu'on a vu des effets de la pandémie. La personne avec des comportements violents avait beaucoup plus de contrôle durant les mesures de confinement, avait beaucoup plus accès facilement à l'isolement social, qui est une stratégie qu'on voit tellement souvent, mais qui a été très simplifiée. La fin des confinements, les personnes qui recevaient les comportements, les femmes et les hommes,
parce qu'il y a aussi des hommes qu'on a en consultation qui sont dans ce type de dynamique en CLSC. Et là, il y avait tout l'enjeu de « je réalise à quel point cette relation-là n'est pas pour moi, je veux quitter et là, voilà ma chance. » Parce que le confinement, je peux sortir. Donc, la personne avec comportement pouvait davantage avoir l'impression de perdre le contrôle. Donc, et de là, le risque, justement, de reprendre le contrôle par des comportements de violence. Et la fatigue qu'on nommait tantôt d'adaptation, mais quand on vit, quand on reçoit des comportements violents au quotidien, c'est profondément épuisant. Toute personne que je rencontre a des symptômes de fatigue, a des symptômes de stress, a des symptômes de doute au niveau de l'estime de soi, de culpabilité et tout ça. Donc, durant la pandémie, vu que c'était combiné aussi à une fatigue d'adaptation par rapport à ça, c'était exacerbé. Donc, le filet de sécurité était d'autant plus à travailler et d'autant plus complexe parce qu'on avait de la difficulté à les avoir en personne. Le message que le gouvernement envoyait aussi, c'est « restez chez vous ». Faut pas sortir. Sortir, c'est dangereux. Et donc, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre à risque, de quitter un endroit où je suis peut-être à risque, mais où je contrôle le risque, où je connais le risque, où je sais dans quoi je m'embarque, et aller dans un endroit que je connais pas le risque, je sais pas à quoi m'attendre. Et ça, c'est chez tous les êtres humains, on va préférer qu'est-ce qu'on connaît, que ça soit positif ou négatif, à qu'est-ce qu'on connaît pas. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est que les demandes d'hébergement ont diminué. Durant la pandémie, tu sais, tantôt, je disais qu'on a environ 7000 refus par année, mais durant la pandémie, on en avait 3000. Les 2 années de pandémie, on en a eu vraiment moins. Et là, depuis que post-pandémie, on est revenu à des taux vraiment extrêmes parce que nous, l'analyse qu'on en fait, c'est que les gens se disaient « j'ai vraiment pas envie de sortir puis d'aller dans un endroit que je connais pas, que je sais pas si je vais être en sécurité, puis je sais pas ce qu'on va me demander. Est-ce que je vais attraper la COVID? » Puis, tu sais, sans la pandémie, ce que nous, on voit beaucoup, surtout chez les personnes qui vivent la violence conjugale, c'est beaucoup d'aller-retour. Donc, je viens, puis là, après, je suis pas sûre, fait que j'y retourne. Je retourne avec ma partenaire, puis là, il y a encore un incident, fait que je reviens. Fait que souvent, il y a des va-et-vient parce qu'elles sont ambivalentes. Dans tout changement, il y a cette ambivalence-là. Et durant la pandémie, je pense pas qu'il y avait le luxe d'avoir cette ambivalence-là parce que beaucoup d'endroits en violence conjugale ou même en désintox, en maison de thérapie, en prison. Ils faisaient des quarantaines avant d'intégrer le groupe. Donc, si tu voulais aller dans un endroit, fallait que tu fasses une quarantaine de 10 jours avant de pouvoir intégrer le groupe pour s'assurer que tu n'amènes pas la COVID. Je suis dans l'équipe qui couvre aussi les situations de deuil. Donc, nos suivis de deuil se sont diversifiés. Il y avait des situations qu'on ne voyait moins avant la pandémie, que là, on l'a plus vu, justement, des deuils en milieu hospitalier ou des deuils suite à de la maladie. Il y a eu aussi tout le phénomène des deuils blancs quand la personne quitte en CHSLD. Donc, on l'avait, ce type de suivi-là, donc justement le deuil d'une relation, par exemple. Mais là, c'était complexifié parce que c'est de dire la personne s'en va en CHSLD et on s'inquiète de comment ça va se passer en CHSLD. Donc, il y a une teneur de gestion du stress. De dire, j'aurais pu, mon conjoint ou ma conjointe avec moi à domicile parce que la vieillesse a fait qu'elle doit recevoir plus de soins. Là, il y a tout le côté d'inquiétude par rapport à la situation qui va se passer en CHSLD. Ça, d'avoir été délestée en CHSLD pendant une partie, ça m'a permis de répondre à certains questionnements, à nommer certaines choses que j'avais pu observer qui pouvaient permettre de rassurer.
Mais c'est sûr que le deuil a été beaucoup, beaucoup plus présent, puis même le deuil de ce qu'on avait connu avant. Donc ça, le rapport social a changé. Chez les femmes, tu sais, la COVID, oui, c'était anxiogène, mais leur vie, à la base, est anxiogène. Vivre à la rue, c'est être en constant état de survie. Donc, la COVID, pour elles, c'était une variable parmi tant d'autres. C'était pas, tu sais, la population qui, eux, sont logés. On était comme, aïe, ça n'a pas d'allure, on est en confinement, nos droits ne sont pas respectés. Mais les personnes en situation d'itinérance, leurs droits sont pas respectés 365 jours par année. Donc, pour eux, c'était vraiment pas du cas de l'extraordinaire. C'était comme, ben, encore une fois, on vit une péripétie, on vit des obstacles, puis il faut trouver des stratégies pour répondre à nos besoins. Puis ils se sont vraiment retournés de bord. Beaucoup ont utilisé de la créativité, là. Une femme me disait fallait être street smart. Donc, il faut vraiment que tu penses comme quand tu es à la rue. Donc, tu découvres des moyens. Avant qu'on parlait de fracture numérique, on parlait de l'Occident versus les pays en voie de développement. C'était dans ces études-là que je le voyais. Avec la pandémie, je pense qu'on a constaté la fracture numérique qu'il y a à l'interne de chez nous, dans le sens qu'il y a beaucoup de services qui se sont mis en vidéoconférence, qui se sont mis en téléconsultation. Et certaines personnes n'avaient pas accès à une tablette, à un ordinateur, à Internet, ou ne savaient pas comment ça fonctionnait sur leur ordinateur ou sur leur tablette. Donc, dans certains cas, il y a eu à aider à comprendre ces technologies-là pour permettre d'ouvrir des portes de consultation. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit avoir vécu difficilement la pandémie parce qu'ils avaient pu accès, par exemple, au groupe AA en présentiel, puis que le groupe en virtuel les interpellait moins. Donc, pendant une secousse, ils n'ont pas eu ces rencontres-là. D'autres ont découvert tout quelque chose qui répondait à un besoin, même de dire « je veux aller chercher de l'information », mais c'est difficile dans mon horaire parce qu'il y a les temps de déplacement ou parce que le fait que je vais rencontrer des gens, puis peut-être que ça me fait stresser de rencontrer des gens en présentiel, donc ou pour l'anonymat. Donc, dans certains cas, ça a été complexe, puis dans certains cas, c'est venu faciliter une consultation. Et ça m'a aussi permis, dans certains cas, après la pandémie, de référer plus facilement à des ressources plus spécialisées. Il y a des organismes communautaires vers qui je réfère depuis 7 ans, que là, c'est beaucoup plus facile de convaincre d'aller chercher des ressources chez eux parce qu'ils ont de la vidéoconférence. Donc, la personne n'a pas à se rendre au centre-ville. Parce que, rappelons-le, je travaille à Pointe-aux-Trembles, merci Estorjou. Le centre-ville de Montréal est quand même assez loin en transport en commun. Donc, d'aller chercher des services spécialisés de la maison, ça a beaucoup facilité l'accès pour certaines personnes. Puis, on va vers ça. Il y a beaucoup de types d'interventions qui vont aller vers la vidéoconférence. Donc, par exemple, ces temps-ci, avec les programmes qu'on a en CLSC, il y a toute la mesure des auto-soins. Donc, d'aller amener la personne à s'observer, développer des outils pour répondre à ces situations de stress ou pour la gestion de ses émotions, d'aller vers des capsules, des vidéos, du partage en vidéoconférence. Ça simplifie la consultation, puis ça vient répondre à des besoins dans la population qu'avant, peut-être qu'on y répondait, mais peut-être pas de façon aussi adéquate puis aussi pertinente. La pandémie, ce
que ça nous a démontré beaucoup avec l'application des mesures au niveau du 2 mètres de distanciation, le masque, le lavage des mains, c'était à quel point, en intervention, le contact avec l'autre, la chaleur humaine, c'était vraiment important parce que on a perdu ça. Durant la pandémie, on l'a perdu dans le sens que c'était extrêmement difficile de pouvoir le maintenir. Là, fallait être à 2 mètres de distance des gens. Fallait avoir le masque. Donc, quand tu as un masque, c'est aussi très difficile de lire l'émotion de l'autre. Fait qu'intervenir auprès de quelqu'un que tu vois juste les yeux, t'es jamais sûr sur quel pied tu danses. Est-ce qu'il me sourit? Est-ce qu'il fait l'air bête? Est-ce qu'il va pleurer? C'est super difficile, puis les gens l'ont senti. Quand ils allaient chercher des services, là, elles sentaient que, de un, les organismes étaient stressés, surchargés, et que ça allait tellement vite qu'elles étaient plus vraiment prises en considération. Ce qui est un peu vrai parce qu'on était dans l'urgence, mais habituellement, on est toujours dans l'urgence. Fait que là, c'était de l'urgence de l'urgence. Tu sais, parce qu'on travaille, on le dit, on fait de l'hébergement d'urgence. On fait de l'hébergement d'urgence dans un contexte de pandémie. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour garder de la chaleur? De qu'est-ce que j'ai l'impression de voir dans les rencontres que je fais avec les gens, c'est que toute situation déstabilisante ou toute épreuve qui nous est donnée nous amène à des extrêmes ou à confronter des fois les versions plus difficiles de nos réactions. Donc des fois, les gens viennent nous voir en consultation et dire « je réalise que, par exemple, je vais vers l'alcool » ou « par exemple, je réalise que je vais vers l'isolement parce que je vais pas bien ». Donc, de leur donner un espace de prise de recul pour qu'ils voient justement les mécanismes qu'ils ont pris en réaction à quelque chose, puis par la suite leur donner un espace de réflexion pour dire ensuite qu'est-ce qu'ils choisissent de faire, de mettre en place. C'est profondément beau parce que par la suite, dire qu'est-ce que je faisais spontanément pour survivre, et là, qu'est-ce que, en prenant du recul, je décide de mettre en place, c'est une reprise de contrôle, c'est une manière aussi de se redéfinir et de dire qui je veux être autrement. Toute épreuve amène à se questionner dans son identité puis dans ses rôles. Donc, l'aspect de résilience était dans tous les parcours qu'on rencontrait. Et c'était tout le temps des mondes où on arrive à faire notre quotidien, on arrive à traverser nos journées alors qu'on est sûr de rien de ce qui est en train de se passer parce qu'on découvre la maladie. Et dans la dernière année, j'ai découvert le concept de... il y a le trauma vicariant, mais il y a la résilience vicariant. Donc, de constater des parcours de résilience qui accentuent la force de résilience. J'ai l'impression que comme société, avec la pandémie, on s'est doté de ça d'une certaine façon. On peut plus facilement, du moins, y avoir recours parce que maintenant, tout le monde a vécu une épreuve, minimalement. Même un parcours qui a été plus simplifié par rapport à certains événements de la vie, il y a eu la pandémie. Et ça a été une épreuve pour tout le monde. Donc, quand on est en intervention à dire les moments d'exception ou les moments de beau et de bon, si la personne ne trouve pas, ça peut être de dire comment est-ce que vous avez réussi à traverser la pandémie dans votre corps, comment vous avez réussi à vous adapter à la pandémie. Donc, pour après reprendre ces outils-là pour la situation qu'elle est en train de vivre. Donc, l'approche orientée vers les solutions, pour ne pas la nommer, on peut utiliser maintenant la pandémie après le 5 ans qu'on a eu pour aller chercher des moments d'exception. Donc, pour dire, vous avez réussi cet événement-là. Donc ça l'a permis autant de prouver aux gens qu'ils avaient une force de résilience que nous, en intervention, de pouvoir aller y puiser quand on les rencontre par la suite. On est revenu à une certaine normalité où là, on est plus... on se rapproche un peu plus, mais mettons, où je travaille en ce moment, là,
dans les services qu'on offre aux femmes, c'est redevenu comme avant, dans le sens que on retrouve ce lien qu'on avait un peu perdu avec la pandémie parce qu'on est en distanciation. On retrouve le fait qu'on peut se rassembler. Tu sais, nous, les personnes en situation d'itinérance, là, souvent, elles ont très, très peu de réseau. Et donc, les organismes communautaires, c'est leur famille, c'est leurs proches, tu sais, on est comme un peu, moi, souvent, quand les femmes nous appellent à l'auberge, c'est comme s'ils appellent leurs parents, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, le premier Noël, en temps de pandémie, c'est extrêmement dur parce que, oui, on est isolé, la population générale est isolée, d'accord, mais beaucoup ont des bulles familiales, beaucoup ont quelque chose à se dire, on va voir, tu sais, il y a un avenir après pandémie. Pour les personnes en situation d'itinérance, sont isolées, mais sont isolées à l'année. Le temps des fêtes, les activités, c'est des périodes où elles peuvent oublier qu'elles sont isolées. Et là, avec la pandémie, il n'y avait pas ces moments-là. On pouvait même pas avoir des petits moments de joie parce qu'on ne pouvait pas se rassembler. On ne pouvait pas fêter, on ne pouvait pas être ensemble. Et c'est extrêmement difficile pour tout le monde, mais surtout pour les personnes qu'on dessert qui, elles, vivent ça au quotidien. Il y a aussi, au niveau de l'intervention, j'ai l'impression que la pandémie nous aura permis d'avoir un exemple très concret de différence entre filet et tissu social. Le filet social, vraiment, les structures gouvernementales présentent les organismes, les ressources, les programmes. Le tissu social, notre sentiment d'appartenance et notre manière d'appartenir les uns les autres, puis de s'entraider de façon très spontanée, de dire, ma voisine, je réalise qu'elle a de la difficulté à se déplacer, je vais peut-être aller l'aider pour son épicerie. Donc, avec la pandémie, on a vraiment vu un tissu social qui s'est loussé, qui a pris de la distance et qui, à certains moments, ressemblait quasiment plus à un filet qu'à un tissu social. Donc, depuis la pandémie, un de mes défis en intervention, c'est de ramener les gens à se reconnecter à la communauté, à se ressentir appartenir à leur quartier, à redécouvrir des élans de solidarité, de spontané vers les autres. Il y avait déjà cette tendance-là, je pense, avec la société actuelle, d'aller vers des ressources plus officielles. Il y a toute la question de dire qu'on est moins dans une logique de don, puis d'échange et tout, mais plus de recevoir quelque chose. Donc, c'est sûr que comme travailleuse sociale, ça a toujours été, même depuis le début, une idée de essayer de travailler avec les gens, de dire, vous venez recevoir du soutien en CLSC, mais comment est-ce qu'on peut vous amener à faire que le soutien émane de votre quartier? Puis dans certains cas, c'est d'amener les gens à aller vers des actions collectives. Vous découvrez un trou dans le filet social, on va sortir le crochet, la laine, on va tricoter. Après la pandémie, ça m'arrive beaucoup plus souvent d'avoir cette conversation-là sur le rapport au social, le rapport à la communauté, le rapport à la solidarité. Et d'une certaine façon, c'était une tendance qui était là. Là, ça a peut-être été exacerbé avec les mesures de confinement et tout ça, mais ça nous amène d'autant plus, justement, l'urgence de dire aux gens, bien, on doit se réinvestir les uns les autres. Là. On doit se serrer comme on l'était avant. Je pense que le travail social, on est appelé à intervenir quand ça va pas bien. Donc, c'est sûr qu'on est des professionnels qui veulent aller alimenter l'espoir, alimenter le changement social et individuel. Donc,
oui, ça va bien aller parce qu'on va se retrousser les manches, puis on va faire changer les choses. Donc, d'aller voir avec les gens, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les écarts qui sont à combler, puis qu'est-ce que activement on va faire ensemble en intervention ou on va faire ensemble comme quartier pour aller combler l'écart. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est vraiment de plus en plus appelés comme professionnels, comme travailleurs et travailleuses sociales à être dans l'aspect plus créatif, plus rafistoler les choses. Donc, quand je fais des consultations, j'ai toujours le milieu communautaire, j'ai toujours le quartier en tête avec les gens que je rencontre. Donc, si je constate que la personne me nomme quelque chose, puis elle me dit « il y a un tabou social, je me sens mal d'en parler avec les gens autour de moi », mais que ça lui fait du bien d'en parler, c'est de voir comment est-ce que on peut l'amener à aller ouvrir un espace pour en parler avec d'autres mondes qui sont tout seuls de leur côté. Donc, c'est quel endroit qui pourrait permettre d'être en contact avec ces gens-là puis les regrouper. Donc, d'aller briser cet isolement social-là, de par le fait qu'il y a des tabous, qu'il y a des gens qui vivent de la discrimination ou qui n'ont pas accès à certains privilèges sociaux. Donc, de vraiment aller rapprocher, aller resolidariser les gens. Donc, mais c'est sûr que quand on intervient, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il va falloir qu'on sorte justement notre créativité puis notre conception qu'il y a des choses qui peuvent se modifier. Une structure, un vécu, tout se travaille. On change à tous les jours de notre vie. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on le travaille, notre contexte de vie, pour se rapprocher de ce qui nous convient, qui répond à nos besoins. Mais ça va demander de la job, ça c'est sûr. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur. Il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, va y en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à turluter. On se plaint à Montréal, après tout on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à l'eau notre pain sec. Pas d'ouvrage au Canada, y en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, mais ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à turluter. Cher de ce temps-ci pour se nourrir un crédit. Pour pas que ça monte à grosserie, je me tape fort sur les biscuits. Mais je peux pas faire de l'extra, mon petit mari travaille pas. À force de me priver de manger, j'ai l'estomac à tatiner. Ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à turluter. J'ai des trous dans mes souliers, le talon sans tout travers et puis le bout qui pousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la double de décousu. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que d'en avoir. Ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à turluter. Qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée et puis j'ai 5 vitres cassées. Ma lumière disconnectée, puis mon eau est pas paillée. Ils ont pas besoin de m'achaler, moi les sablés en bas de l'escalier. Oh, ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi j'ai toujours le cœur gai, puis je continue à turluter.
On a entendu pour clore cet épisode Ariane Moffat et sa reprise de cette célèbre chanson de la Bolduc, « Ça va venir, découragez-vous pas », extrait de la compilation Hommage Les enfants de la Bolduc. C'était NPS Balado, les enjeux et les défis de l'intervention psychosociale pendant et après la pandémie de la COVID-19. Les témoignages de deux intervenantes, Stéphanie Renaud et Joséanne Kozel, que nous remercions à nouveau pour leur précieuse participation à cet épisode de NPS Balado. Pour en savoir plus sur le dernier numéro de Nouvelles pratiques sociales, vous pouvez bien sûr le consulter directement en accès libre sur le portail Érudit, en suivant le lien dans la description de l'épisode. Et nous vous invitons également à poursuivre votre écoute de NPS Balado, et notamment des 2 épisodes précédents. D'abord, une entrevue avec Jorge Flores Aranda, professeur à l'École de travail social de l'UQAM et co-responsable du dossier thématique sur la pandémie de COVID-19. Puis une longue entrevue avec Anne Plourde, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, qui nous aide à mieux comprendre et situer la grande réforme actuelle du système de santé et de services sociaux au Québec. Une entrevue avec Anne Plourde qui ouvre d'ailleurs, dans sa version écrite, ce dernier numéro de NPS. Les prochains épisodes de NPS Balado seront quant à eux consacrés au nouveau numéro de Nouvelles pratiques sociales qui doit paraître très prochainement sur le portail Érudit et qui comprendra un grand dossier sur l'écologie des savoirs et la justice cognitive en travail social, un dossier préparé par Baptiste Gaudry de l'Université de Sherbrooke et Paula Durand-Montfort de l'Université de Barcelone. À lire donc très bientôt sur le portail Érudit et à écouter ici même sur NPS Balado. Un merci spécial à Myriam Dubé et Paul L'Espérance de l'École de travail social de l'UQAM pour leur soutien à la recherche dans cet épisode. Je m'appelle Louis Chaput-Richard, je suis responsable des communications numériques à la revue Nouvelles pratiques sociales. À très bientôt sur NPS Balado. NPS Balado, le balado de la revue Nouvelles pratiques sociales.